Bienvenue dans les catch-up du panier, un moment unique avec des anciens invités du panier. Premier podcast e-commerce en France. L'idée est de reprendre la discussion là où on l'a laissé un an plus tôt pour analyser ce qu'il s'est passé depuis. Quels nouveaux enseignements ils peuvent nous apporter, quels sont leurs insights marchés ou produits et comment ils ont fait pour progresser comme ils l'ont fait. Le tout en moins de 30 minutes, ce sera un challenge. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission, rendre l'expérience digitale de l'utilisateur final efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité, en singularité. Vous avez un projet? Parlons-en et contactez-moi sur contact@lepanier.io. Bonne écoute! Dans ce premier épisode des catch-up du panier, je vous propose de retrouver Michael Weiss, le cofondateur de Shapeart. J'avais reçu Michael en février dernier, c'était l'épisode 29 du panier que je vous invite à écouter. C'était un épisode passionnant dans lequel Michael me racontait la genèse, la R&D autour du produit, le lancement, les appros en Chine, la campagne Kickstarter et le développement modeste mais certain de sa marque. Il réalise en 2019 entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires sur 30 000 produits vendus dans 500 points de vente. En 2020, et c'est pour ça que je reçois Michael aujourd'hui, il réalise 1,2 million de chiffre d'affaires, c'est un x4. Ils ont écoulé 130 000 produits, 100 000 de plus que l'année dernière, et ils distribuent maintenant dans 2000 points de vente avec l'aide d'un distributeur pour la France. Ils se sont lancés à l'international. C'est une croissance énorme. Ils étaient à l'époque dans Seller Central sur Amazon, côté marketplace, ils sont maintenant dans Vendor Central. Si vous ne savez pas ce que c'est, et si vous voulez savoir comment Michael a réalisé une telle croissance, et surtout comment sa société a pu emmagasiner une telle demande, eh bien je vous invite à écouter, en 30 minutes à peine, ce catch-up du panier. Salut Michael! Je suis très heureux de te recevoir sur le panier, dans nos bureaux en plus. Bienvenue. Merci à toi de m'inviter, une deuxième fois. Une deuxième fois. Et on va essayer de tenir. Donc, tu es le premier invité de cette nouvelle série qui s'appelle les catch-up du panier. J'ai hésité sur le nom. Les follow-up, les catch-up, les retrouvailles. Les retrouvailles du panier, ça fait un peu, tu vois, sortir les mouchoirs. Mais donc, j'ai décidé a priori d'appeler ça les catch-up du panier. On se donne 30 minutes pour couvrir un peu l'actualité que tu as eue. C'est quelques derniers mois, c'était en février qu'on a enregistré l'épisode 29. Comme je l'ai dit en intro, en récap, tu faisais à l'époque à peu près 304 CA, tu fais maintenant 1,2 million. Enfin, vous êtes sur une roadmap à 1,2 million. Tu avais écoulé 30 000 produits, là tu viens de faire une commande de 130 000. Tu avais 500 points de vente, tu passes à 2000. Qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Peut-être que pour commencer par le commencement, on a enregistré juste avant le Covid. Ouais. Et tu m'avais dit dans l'épisode que tu avais passé une grosse commande qui était en train d'arriver. Donc, est-ce que tu as été impacté finalement ou pas ? Ouais, alors ça, c'est la petite histoire. Donc, la semaine après qu'on se soit vu, on a signé 2 très gros contrats. Donc, autour du 1er mars, qui ont été complètement annulés autour du 15 mars à l'annonce du confinement. Oh là là. On a fait un ascenseur émotionnel de dingue. Et en fait, au final, donc ces contrats ont quand même été signés, mais divisés par 4 en quantité, donc ça changeait tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a eu le confinement, on a fait 0, tous les magasins fermés, donc très dur de bosser. Et puis, premier confinement, on n'avait pas trop le droit de sortir pour faire du sport, le vélo, le running, c'était compliqué. Donc, même les ventes online, honnêtement, on a quasiment rien fait. J'ai l'impression que tout le monde s'est mis à courir le premier confinement. Ouais, sur la fin du confinement. Au début, on savait pas trop si on avait le droit à 20 minutes, 1 kilomètre. Ça a été précisé un peu tardivement. Et puis, à la sortie du confinement, là, ça a explosé. Parce que tout le monde voulait sortir. Donc, le running, ça a toujours. Et puis, le vélo, les 2 roues, vélo et moto, ça a explosé, mais littéralement. Et en fait, la progression, elle est due... D'un point de vue marché, le marché du 2 roues a explosé. Nous, on venait de lancer notre gamme moto. Donc, c'était une ouverture de marché. Ça marche très, très bien. Ça, c'est 2 points très importants. Et puis, en fait, ça a créé une sorte de momentum. Et entre mai, juin et juillet, on a closé un nombre de magasins incalculable qu'on cherchait depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'on les harcelait, qu'on disait on veut travailler avec vous, on a des super produits, on y va. Qu'est-ce qu'ils ont attendu pour closer avec vous ? Alors, le marché du 2 roues, je le sais, a explosé. On le voit je recevrai bientôt d'ailleurs ProBike, qui est le plus gros vendeur en ligne de vélos en France, ou l'un des plus gros en tout cas.
clairement, le marché du deux roues a explosé. Le running, j'avais l'impression que oui, effectivement, en fin de Covid, mais même au début, j'ai l'impression que tout le monde se mettait à courir juste pour pouvoir sortir. Ouais. Donc, ces distributeurs que vous avez signés, tu as dit en mai-juin, c'est ça, en juin-juillet, qu'est-ce qu'ils attendaient ? Eh ben, il y a plusieurs, on va dire, il y a 2 cas. Il y a ceux qui se sont dit ah ouais, en fait, on commence vraiment à les voir partout, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est de dire, voilà, le rayon 2 roues, il va falloir qu'on se développe un peu. Tiens, chez Part, on commence quand même à les voir, il y a 500, 600, 700 points de vente, ça commence à être intéressant. Et donc, ils se disent, bon, on va tester, on va voir, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de prendre des risques, on va dire. Et puis, tu as l'autre cas de figure sur des enseignes qui ont vu des rayons complètement disparaître. Une enseigne qui fait du voyage notamment, les rayons voyage en ce moment c'est très compliqué, donc ils ont dû chercher des nouveaux leviers, et c'est comme ça qu'on a vu des rayons mobilité prendre une place énorme, soit à la Fnac, Boulanger, Nature et Découverte, et eux on les a relancés, et, là c'était le bon timing, allez on fait le test, et puis les produits marchent très bien, sortent bien, donc une fois qu'on est rentré... Quel est l'impact sur les prix ? Parce que tu passes de 500 points de vente à 2000 en l'espace de quelques mois. C'est quoi ? C'est des indépendants, des chaînes, des franchises Alors, il y a une partie chaîne et franchise qu'on gère nous directement. Okay. Et il y a la partie indépendant, et ça, c'est le dernier point sur lequel on a fait un choix stratégique. C'est de dire que la partie retail aux indépendants, qui est notre savoir-faire, hein, moi, c'est ce que je faisais depuis 10 ans, de dire on va le sous-traiter. On va donner la distribution à un distributeur qui est en France et qui va le faire pour nous. Et ça a été aussi un changement radical, parce que... Alors, un agent ou un distributeur ? Un distributeur. Il achète et... il stocke, il livre, c'est lui qui fait vraiment toute la gestion de A à Z. Okay. Et toute la gestion aussi financière des factures. Et ça a été un gros changement pour nous. Alors oui, on y perd en marge. Par contre, au lieu d'avoir 4 mecs sur la route... Sur la route en permanence, et surtout 150 contrats ou 500 contrats à gérer, ils sont 15, ok. Exactement. Et t'as qu'un seul contrat à gérer avec ton distributeur. Exactement, j'ai qu'un seul contrat à gérer. Ouais. Comment tu trouves un distributeur ? Eh ben ça c'est... Alors en ce moment c'est compliqué, parce que normalement tu les trouves avec les salons. Ouais. Voilà, hein, c'est du réseautage, du salon. Mais là tu vois, je suis en train de discuter avec des distributeurs un peu partout dans le monde. LinkedIn, vraiment c'est de la prospection basique. Google, téléphone, LinkedIn, mail, call d'email, et puis on bourrine. Donc sur les 1500 nouveaux points de vente que vous avez signés, une partie en tout cas, pardon, je me reprends, est gérée par vous en direct. Il s'agit des franchises, des chaînes. Des grands comptes. Okay. Ouais. Et ce distributeur vous fait les indépendants. Vous le signez quand, le distributeur ? Et donc du coup, c'est ce distributeur qu'on a signé avant le confinement, renégocié, et qu'on a vraiment mis en place grosso modo au 1er juin. Ok. Donc en France, et puis on a fait la même chose dans d'autres pays étrangers aussi. Ok, donc vous partez à l'international. Ouais. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Pas vraiment. On avait les pays francophones, on va dire, un petit peu l'Italie. Et là, on a ouvert l'Allemagne, on a ouvert l'Espagne, on vient d'ouvrir le UK. Avec ce distributeur ou en direct ? Non, les distributeurs, on les gère nous. Okay. Mais ce distributeur français nous aide sur les contacts, sur du networking. Après, c'est tellement un petit monde, entre guillemets, que au fait... toi, t'es en France, mais est-ce que tu connais quelqu'un en Belgique ? Est-ce que tu connais quelqu'un aux Pays-Bas ? Est-ce que tu connais... Et c'est un peu comme ça que ça se fait, quoi. Donc, pour revenir sur le distributeur, à plus 6 mois, vous le signez en mai, c'est ça ? Enfin non, vous l'avez signé avant, mais ça se met en place en mai. Satisfait ? Est-ce que tu as des conseils à donner ? Ouais, c'est une très grosse satisfaction. Et puis après, il y a toujours aussi le côté humain qui est important. Parce que tu confies ta marque à quelqu'un, hein, donc c'est quelque chose qui est pas anodin, et donc on a une super entente avec eux, que ce soit d'un point de vue commercial, que ce soit d'un point de vue développement produit aussi. C'est important pour nous d'avoir leur retour. Ils prennent des risques avec nous, on prend des risques avec eux. Ils t'achètent le stock, hein. Ouais. Bien discounté, mais ils t'achètent le stock. Exactement. Le risque est fort. Ok. Ouais, le risque est fort pour eux. Alors, on est sur des produits où il y a peu de risques. Hein. Il y a pas des couleurs folles. C'est pas périssable. L'aimant, c'est à vie. Donc, le risque est très modéré. Et puis au final, au vu des volumes qu'on sort, il y a pas trop de risques en ce moment, hein, clairement. Mais bon, ils ont été là et ils passent commande, quoi. Il n'y a pas trop de risques, je ne sais pas combien de produits ils t'achètent, mais si tu achètes 20 000 produits à 10 euros ou 7 euros ou 8 euros, c'est quand même c'est pas rien, quoi. Ouais. Et l'international ? Donc... Est-ce que tu as un feedback ? Ouais, ça se passe très bien, l'international aussi. Ça se passe très bien, donc là on Pourquoi ça se passe bien ? Qu'est-ce que vous avez fait pour que ça se passe bien ?
Alors, je vais être très honnête, hein. À l'international, on n'a pas fait grand-chose. On a trouvé les bons distributeurs, que ce soit en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne. Et après, c'est le produit qui fait le boulot, hein. Et ces distributeurs, tu les trouves sur LinkedIn puisqu'il n'y a plus de salon. Ouais, LinkedIn, beaucoup de réseaux aussi. Passer des coups de fil avec des marques qui sont distribuées dans tel pays. Est-ce que tu veux bien me donner ton contact? Est-ce que c'est vraiment... Mais après, il y a des zones géographiques où moi, un distributeur japonais, j'ai jamais mis les pieds au Japon. Tu devrais, c'est très sympa. Je n'attends que ça pour aller d'avoir un prétexte pour aller visiter le Japon. Non, ou les pays scandinaves, les États-Unis, qui sont des marchés qui sont complexes, avec des cultures très différentes. Et là, effectivement, c'est du LinkedIn, on échange, on passe des coups de fil, on envoie des échantillons, on discute. Est-ce que la French Tech aide? Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'il y a de l'entraide au niveau des produits techno? Alors, je ne veux pas dire le bêtise, mais je crois que c'est Charlie Rousset, le cofondateur de Morphée, qui nous avait introduit de mémoire. Typiquement, est-ce que entre produits tech français, innovants, start-up, il y a... Ouais, en fait, il n'y a pas un réseau qui est organisé. Par contre, nous, entre start-up hardware, on échange énormément. Donc, il y a Morphée, on échange beaucoup avec l'Uni, qui sont des Maël et Igor qu'on connaît très bien. Dodo aussi, pour les produits pour s'endormir. Il y a pas mal... Au final, on est très peu de boîtes produits vraiment françaises à s'exporter à l'international. Et donc, on se connaît tous. On s'est croisés sur les salons, on se connaît. Et donc, on échange régulièrement, ouais. D'un point de vue opérationnel, passer de 30 000 à 130 000 produits ou 500 points de vente à 2000, c'est fat. Quels sont les impacts sur la boîte? Comment la boîte a changé depuis février? On a divisé les effectifs par 3. Vous avez divisé l'effectif par 3. Ultra lean. Ouais, alors en fait le gros changement... Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone pour tous les conseillers en gestion de patrimoine, les CGP qui nous écoutent Non, en fait, en gros, avec Antoine, mon associé, quand il y a eu la première vague, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? On fait plus de chiffres, quelles vont être les perspectives? Et donc, en fait, on s'est dit, il y aura peut-être une deuxième vague, ce qu'on est en train de se prendre en ce moment. Eh ben, on va faire la startup la plus lean possible. C'est pas grave, on sera pas 25, on pourra pas dire qu'on fait du management, c'est pas grave. On met notre ego de grandeur, de quoi que ce soit, de côté. Mal placé. Ou mal placé, hein. Non, pardon, cet ego, enfin, Ouais, bien sûr, ouais. Ce qu'on veut, c'est s'amuser, être rentable, être sain. Apprendre, se marrer. Et en fait, on s'est dit, ok, on reste 2, on met que des freelances, des prestats, des sous-traitants, et on va développer la boîte comme ça, au moins pour les 2 prochaines années. Et du coup, la boîte repose quasiment exclusivement sur des frais variables. Et donc, typiquement, un mois de novembre, où la plupart de nos magasins sont fermés, où ça nous coûte 10% du CA annuel, et je vais pas dire... Qu'est-ce qui te coûte 10% du CA annuel? Un mois de fermeture de magasin. Ok. Un mois de fermeture, on a perdu... on est très linéaire dans nos chiffres. C'est autant de ventes qu'on perd, parce qu'il y a énormément d'achats impulsifs en magasin. Et donc, le digital rattrape pas, à pas rattraper... Absolument pas. Absolument pas. On reste, que ce soit... nous, depuis le déconfinement au mois de mai, on reste sur une trade 20-25% 20% de CA online, contre 80 en magasin. Ça, c'était ta trend avant, et pendant et après les Covid. Ouais, 20-80. Ça n'a pas bougé. Alors, Comment tu l'expliques que ça n'avait pas bougé? On l'explique par la nature du produit, c'est-à-dire que les gens qui découvrent notre produit, la première question c'est est-ce que ça tient? Et sur le web, on a beau faire des vidéos où le mec il fait des roues arrière à 220 km/h, un mec qui descend en VTT à 70 km/h, les gens nous disent ouais mais bon, c'est une vidéo, on sait pas si c'est vrai quoi. En magasin, on prend les mains dans les mains, on voit que ça tient fort, il n'y a plus de questions. Et ça c'est la grosse différence, c'est que on peut tester et toucher le produit. Et puis le deuxième point, c'est que online, il faut qu'on paye pour montrer le produit aux prospects, aux consommateurs. En magasin, la personne qui vient faire réparer son vélo, elle est à la caisse, et puis derrière la caisse, il y a les accessoires, elle voit le produit Shapeart, ah tiens, c'est quoi ça? J'en ai un, j'en ai besoin. Et ça, c'est gratuit, entre guillemets, quoi. Je rebondis là-dessus. Ton placement au magasin, tu arrives à le gérer? Non, très honnêtement, on le gère absolument pas. Parce que t'es trop petit, parce que t'as pas le choix, parce que ça coûte trop cher. Pourquoi? Parce que nous, on est aussi dans le respect des points de vente, c'est-à-dire que chacun son métier, et le point de vente, c'est aussi ce qu'il fait. Donc, des magasins de vélo qui sont là depuis des années,
ils sont au courant, ils savent que les accessoires, soit ils ont leur rayon bien propre, soit c'est derrière la caisse. On peut venir avec un peu de PLV, on peut venir avec ce genre de choses, mais très honnêtement, c'est un produit quand même très facile à comprendre. Ça, tu le savais avant de lancer ShapeArt ? Ouais, T'étais déjà un peu dans le milieu ? Ouais, tout à fait. Le véritable enjeu du placement des produits dans les magasins, c'est avec les grandes enseignes. Avec la Fnac, c'est un vrai enjeu parce que t'es perdu sur un mural qui fait 15 mètres d'accessoires. Donc là, t'as une boîte sur 15 mètres, c'est compliqué. Chez GoSport, ça peut être un enjeu aussi, par exemple, de pas nous mettre sous une vitrine fermée à clé parce qu'ils ont peur du vol. Là, oui, il y a des choses à faire. Et puis, c'est la centrale qui décide... Mais toi, t'as un levier ? Tu peux négocier, tu peux payer, tu fais quoi ? Non, payer, c'est un peu... nous, c'est pas notre démarche. Le levier, c'est, on va dire, de la formation, c'est de l'accompagnement. C'est d'aller passer en magasin et d'expliquer aux équipes que la place du produit, c'est à tel endroit et pas à un autre, et que ça se vendra beaucoup mieux de cette manière-là. Je fais une petite parenthèse, mais on a enregistré un super épisode avec, tu le connais, Jacques Masson de Sodilog, qui sera passé a priori quand cet épisode sortira, donc vous pourrez le réécouter, et s'il n'est pas encore sorti, écoutez-le, mais où on parle des ratios, et justement de ce levier, des ratios de vente, pardon, et de ce levier qui est en fait la marge et la facilité de vendre du distributeur. Si tu as un bon produit sur lequel il marche beaucoup et qu'il est facile à vendre, c'est plus facile effectivement d'aller demander des faveurs, ou en tout cas de le pousser à le mettre en évidence. Ah, mais ça c'est une évidence, et faut jamais oublier qu'au final, la base du retail, c'est d'avoir un bon produit. Hein. Et nous, on concentre tous nos efforts là-dessus. On sait d'avoir des bons produits. Et c'est pour ça que même des distributeurs ou certains font des efforts sur la marge, parce que le produit tourne et que ça marche bien. Il n'y a plus d'événements, et tu m'avais expliqué dans le premier épisode que les événements, c'était un gros levier à la fois de notoriété, mais en plus de vente. Ouais, tout à fait. Comment vous avez fait pour pallier à cela ? Donc sur la partie de roues, on n'est pas très impacté parce qu'on faisait très peu d'événements déjà. On commençait tout juste. Par contre, sur la partie running, la différence, c'est qu'on fait une croissance de 15-20% quand on fait 400% sur le reste. Donc la différence est énorme. Okay. Et là, sur le running, on a vraiment touché du doigt des points beaucoup plus marketing. C'est-à-dire que effectivement, plein de gens se sont mis à courir. Sauf que ceux qui se mettent à courir n'étaient pas prêts à dépenser 40 € directement dans des accessoires. Parce qu'ils se mettent à courir, le nouveau coureur. Bah ouais, parce qu'ils découvrent, ils savent pas encore si ça va, ils sont pas prêts à investir. Le Covid runner, on peut l'appeler comme ça. Ouais, le Covid runner. Tu sais que sur comment s'appelle cette plateforme là eToro. Ouais. Il y a eu une arrivée de plein d'investisseurs. eToro, c'est une plateforme qui permet de faire l'investissement en ligne, et ils appellent ça les Covid traders. Ouais, on peut les appeler les Covid runners. Il n'y a jamais eu autant de runners que pendant les confinements. Ouais. Parce que on n'a pas besoin de porter le masque quand on court, et donc on est dehors. Mais ceux-là, tu vois, pour les toucher, c'est très compliqué parce que en online, ils sont pas prêts à mettre 40 €. Les magasins sont fermés. Les événements, il n'y a plus de courses. Donc c'est pareil. Le runner intermédiaire qui était un peu motivé en se disant je vais faire mon premier 10 km. Il n'y a plus son premier 10 km. Et donc, tu t'équipes pas pour ça. Il y a pas de... Et ça a été compliqué. Donc, on a repositionné notre gamme running. On va baisser le prix de 25%. Donc, on rogne principalement sur notre marge, justement pour pouvoir toucher un public beaucoup plus large et moins, on va dire, expert, qui sera prêt à mettre 29 balles dans un accessoire, ce qui est beaucoup plus abordable. Donc tu dis que le ratio de vente n'a pas changé, 20-80, 20 online et 80 en magasin. Donc c'est vrai que la fermeture des magasins vous impacte grandement. Et malgré ça, cette croissance, elle est impressionnante. Sur les 20% qui sont en ligne, quel est le ratio entre Amazon, les autres marketplaces éventuellement, et votre site ? Bon, alors c'est surtout Amazon et notre site. Okay. On est toujours, on est grosso modo sur du 65-35, donc 65% sur Amazon, 35% sur notre site, à l'exception là depuis on va dire quelques jours où les achats de Noël ont vraiment commencé, où là le site prend beaucoup plus de place, parce qu'il y a 100% des accessoires qui sont référencés sur notre site, parce que je pense que les gens préfèrent avoir acheter vraiment sur le site officiel de la marque, c'est pour offrir, ils sont pas à 3 € de livraison près. Surtout que j'ai reçu moi il m'arrive de commander sur Amazon, j'ai reçu récemment des paquets qui avaient pas d'emballage. Tu vois, c'est le produit lui-même qui arrive avec sur le produit une étiquette de livraison. Ouais, ça leur arrive de faire ça. C'est très rare, mais ça leur arrive de faire ça, ouais, tout à fait. Ce qui, quand tu veux faire un cadeau, c'est un peu relou, quoi. Ouais.
Donc 65 Amazon, 35% sur le site et une accélération sur le site avec les fêtes de Noël qui arrivent. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial pour Black Friday ? Pour Black Friday, donc sur toute la partie d'euros, on ne fait pas, parce qu'on a un positionnement prix à 29,95 qui est très important. C'est assez agressif par rapport à la concurrence en plus. Honnêtement, on peut pas aller. On est beaucoup moins cher que les autres. On n'est pas encore sur des marges qui sont exceptionnelles. C'est très correct, mais encore un peu de boulot là-dessus. Donc, on fera rien. Et puis, on a aussi. Faut pas oublier qu'en face de ça, on a les commerces qui vendent donc 2000 commerces qui vendent nos produits et nous on fait pas de remise parce qu'on veut pas les désavantager. Donc par contre sur la gamme running, là on va faire une offre pour une simple et bonne raison. Donc les 25%, la baisse de prix, on va la démarrer pour le Black Friday. Tout simplement parce qu'en fait l'offre de prix on l'a déjà proposée depuis septembre en magasin uniquement. Donc il n'y a aucun favoritisme pour un channel ou pour un autre, hein. On a même favorisé les commerces, on va dire. Et puis surtout, on a besoin de finir l'année avec un stock à zéro, puisqu'on renouvelle les produits running avec un nouveau design à partir de février. Et donc, on a besoin d'avoir un stock qui soit clean. Cool, exactement. Stock, okay. Et ce qui sera fait sans aucun souci. Ouais. Sur Amazon, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis février ? Ouais. Donc on est passé donc sur Amazon, il y a deux manières de faire, hein. Donc soit on est sur Seller Central, donc c'est la marketplace, donc c'est-à-dire qu'on propose ses produits mais c'est nous qui les vendons. Et la deuxième c'est Vendor Central, donc là c'est Amazon qui achète et donc qui devient propriétaire des produits et qui les revend. Génial, comment est-ce qu'on fait ? Alors, Seller Central, c'est toi qui proposes, tu as le choix d'envoyer toi-même ou d'utiliser Amazon Fulfillment, hein, c'est ça, qui stocke et envoie tes produits. Du coup, ton stock est immobilisé chez Amazon quand c'est chez eux ou en tout cas chez toi et Amazon ne te sert qu'à vendre. Ça, c'est Seller Central. Ouais. Et Vendor Central, comment tu fais pour être sélectionné ? Et ben en fait tu peux candidater. Ouais, tu t'invites, tu peux il y a des gestionnaires de comptes, tu peux leur proposer des marques, tu peux si je dis pas de bêtises, nous je me demande c'est Charlie, je pense, de Morphée, tu vois, comme quoi on en parlait au début, qui a proposé Shapeart, qui nous a orienté en disant bah tiens, nous on a un conseiller Amazon qui est top sur Vendor, passe-lui un petit coup de fil. Et puis on est parti sur Vendor, sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux, hein. Alors, donc, tu passes sur Vendor Central. Cette fois, c'est Amazon qui t'achète ton stock. Ouais. Ce qui doit être intéressant. J'aimerais bien faire un épisode sur le sujet, Amazon, si tu m'entends. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils ont tellement de data qu'ils doivent savoir exactement combien commander, j'imagine. Ouais, et à quel prix. Exactement. Et puis, en gros, de ce que eux disent, hein, en interne, c'est que à périmètre constant, fiche produit identique, tu vas augmenter tes ventes à peu près de 30%. Passant par Vendor. Ouais, c'est ce que eux annoncent. En avant ? Bah, en fait, t'es dans l'algo, oui. Okay. T'es évidemment mieux mis en avant. Et puis parce que l'algo, il sait que la gestion des stocks sera meilleure, que tu seras toujours 100% en prime. T'as un flux d'informations qui est plus précis via Vendor. Sachant que tu peux être en prime quand tu es dans Seller si c'est eux qui hébergent ton stock. Exactement. Ça, ouais. Mais quand ils ont plus de stock, ils peuvent pas savoir s'ils vont être réapprovisionnés dans 2 semaines, 3 semaines. Okay. Ils ont une visibilité qui est un peu moins bonne. Vous y êtes depuis quand ? Du coup, on a fait le changement en mars, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord, donc c'était vraiment juste après l'enregistrement. Ouais. À Vendor. T'as des conseils à donner ? Alors, essayer de contacter un... Ouais, non, après, il faut vraiment réfléchir parce que c'est quand même beaucoup moins flexible en termes de fiches produits, de marketing, il y a quand même... Mais t'as plus la main, du coup, sur tes fiches produits ? T'as encore la main, mais il y a encore il y a quand même des choses qui peuvent se passer où, nous, on a eu ça il y a 3 semaines, du jour au lendemain, tes photos changent et ton titre produit a changé. Mais avec des photos que vous avez données ? On ne sait pas d'où elles sortent. Des anciennes photos qui sont sorties et j'ai mis 1 semaine à les réuploader parce qu'en fait, il faut savoir que ça marche par pays. Et donc, si tu fais un changement en Angleterre, c'est très probable que ton changement en Angleterre impacte la France aussi. Okay. Parce que l'Angleterre est prioritaire sur l'Allemagne, qui est prioritaire sur la France, qui est prioritaire sur l'Italie et sur l'Espagne. Et honnêtement, ça peut être aussi compliqué. Tu peux... Donc c'est pas l'Eldorado. Nous, pour être hyper transparent, la différence aussi se fait en termes de marge. C'est-à-dire qu'on a amélioré légèrement la marge en passant sur Vendor versus... j'aurais imaginé qu'en t'achetant le stock, il tirait le prix à la baisse. Non. Alors, on parle de quelques centimes, hein, mais... Ouais, mais quelques centimes sur 130 000 produits, tu les prends, ça fait 5 000 euros à la fin de l'année. Mais ouais, on fait pas 130 000 sur Amazon. Non. D'ailleurs, si je calcule, ça fait quoi entre 17 18 000 produits à l'année Ouais, en roadmap, parce que vous lancez... Ouais, ça va être ça.
Alors c'est intéressant, plusieurs choses. La première, je suis sur Amazon, je tape Shapeart, j'ai du sponsoring. Ça, c'est vous qui payez, c'est Shapeart qui paye. C'est pas Amazon qui se met en avant, objectivement. Ensuite, après la ligne des produits sponsorisés, j'ai la ligne, j'ai les résultats. Et vous êtes Amazon Choice. Ouais. C'est parce que vous êtes vendor ? Non, ça tu peux l'avoir aussi en seller. Ok. Comment tu fais pour l'avoir ? Alors ça, c'est Amazon qui le fait. C'est une question d'algo, hein. Ouais, c'est une question d'algo, c'est la notation des produits. La vélocité des commandes, j'imagine. Et c'est rapport qualité-prix, hein, grosso modo. Ok. Donc, une gestion plus opaque de ta fiche produit, de ta description. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir quand tu passes sur vendor ? Tu as dit qu'il y a du plus et du moins. Donc le point clé, c'est la gestion des prix. Ok. C'est-à-dire que sur seller, c'est toi qui contrôles ton prix. Sur vendor, c'est l'algo Amazon. Et c'est-à-dire que si demain j'ai des clients qui pètent le prix, imaginons Fnac, boulanger qui décide de faire 50% sur mes produits, Amazon il va vriller et il va dire bah moi j'essaye de m'aligner quoi. C'est jamais Amazon qui déclenche la baisse de prix, jamais. Mais ok. Donc tu vas pas avoir un prix inférieur sur Amazon à ce que tu peux avoir ailleurs. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que nous qui faisons beaucoup de retail, il faut absolument que le prix soit 29,95, pas plus bas, pas plus haut, évidemment. Ouais, sinon, tu te fâches avec tes... Sinon, c'est pas en termes de concurrence, c'est complètement déloyal si je vends 5 € moins cher sur Internet. Et il y a, 10 millions de produits sur Amazon, mais tu as quand même un mec que tu peux appeler pour lui parler de ta fiche produit, de ton stock, de ton... Ouais, alors il y a un conseiller qui est là et qui permet sur l'onboarding de t'aider. Tu peux poser pas mal de questions. Moi, je l'ai bien embêté pour les gratter, pour les comprendre, les différents algos et compagnie. Parce que ça, c'était assez important pour nous d'avoir toutes les clés. Et après tu as le support. C'est le même support, hein, vendor et seller. Tu as le support Amazon. Et là, ça dépend un peu sur qui tu tombes, quoi. Ok. Tu regrettes pas ? Non. D'être passé sur vendor ? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que notamment sur l'étranger, c'est quand même pas mal. Sur la gestion à l'étranger, je trouve que c'est un peu plus facile sur les commandes. Qu'est-ce qui prédomine pour l'international et vos commandes en Chine ? Vous êtes en euros ou en dollars ? Quel est le... Alors ça, c'est un sujet aussi sur lequel on a beaucoup travaillé pendant le confinement. Donc nous, on achète en dollars. Et donc, début du confinement, le dollar était on repartait sur des indices, donc ça, c'est ce qui est pas bon pour nous, parce que ça veut dire qu'on paye les produits plus chers. Là, grâce à l'élection américaine, on est reparti sur du 1,19, je crois, ce matin. Donc ça, c'est mieux pour nous. 1,10 à 1,19, ça fait une différence de marge qui est monstrueuse. Hein. J'avais pas suivi, je savais pas qu'on était à 1,19. Et donc, en fait, nous, on essaye de se couvrir et on essaye de partir sur un modèle où, en fait, on fait 50% de nos ventes en dollars et 50% de nos ventes en euros. C'est-à-dire qu'on laisse la possibilité à nos distributeurs, à nos gros distributeurs de pouvoir acheter... choisir, donc tu as 2 comptes. Ouais, exactement. Et là, il faut être bien accompagné d'un point de vue bancaire. Ouais. Bon, en même temps, il suffit d'avoir un compte en USD, un compte en euros. Ouais, ça se fait très bien. Okay. Mais c'est un vrai enjeu. Mais du coup, l'élection américaine plus le Covid, c'est une année où il a fallu être agile et savoir réagir rapidement. Ouais. Okay. Et c'est pour ça qu'on a décidé en fait de limiter le nombre d'employés, le nombre de personnes dans la société. On s'est dit non, mais il faut être agile. Il y a une deuxième vague, il y a une troisième vague. Ça se trouve demain on va apprendre que les vaccins en fait ils sont pas bons. Bon, a priori tout va bien et en vrai on sait pas. Hein. Mais bon. On sait pas ce qui peut se passer. Parce que moi j'ai vu Hold Up par exemple et non mais le vrai enseignement pour nous ça a été ça, c'est de se dire en fait il faut être agile, il faut être flex. On a la chance d'avoir une gamme de produits qu'on maîtrise bien, et le développement de produits on le maîtrise très bien. Soyons smart, on fera peut-être un peu moins de choses. Et il y a des choses qu'on a délaissées, notamment notre présence sur les réseaux sociaux, on est moins bon qu'avant, mais ça nous a pas empêché de grandir. Et donc c'est un sujet qu'on va remettre sur la table sur les années qui viennent. Mais voilà, on fait un peu moins. Par contre, on est hyper flex et quand pendant un mois nos magasins font 0 € de chiffre d'affaires, on serre un peu les dents, mais ça passe. La commande en ligne sur les magasins, les réseaux de distribution que vous avez, elle a explosé un petit peu. Les gens qui achètent des Shapeart sur GoSport. .fr. Non, ça fonctionne. Après, sur le vélo, il y a le click and collect, les magasins sont ouverts. Alors, on n'a pas le droit d'y aller parce que c'est pas un achat. Enfin, c'est un peu bizarre. On est un peu achat essentiel et en même temps, ça ne l'est pas. Donc, les magasins de vélo restent ouverts. La Fnac, par exemple, reste ouverte. Mais ça bosse beaucoup moins. Ça bosse très peu. La situation pour les commerces est compliquée. Ouais.
Vous avez encore 3 choses. On parle d'investissement et d'achat média. Ensuite, je te parle du produit. Tu vas juste me faire rêver sur, ou pas d'ailleurs, sur les prochains produits que vous allez sortir. Et on ouvrira sur ton principal enseignement ces 8-9 derniers mois. L'achat média, quel est le mix actuel et comment est-ce qu'il a changé par rapport à l'époque? Alors le mix actuel en achat média, on avait à peu près 10% à l'époque sur Google, là, on est à 0 maintenant. L'achat de mots-clés, on a mis ça vraiment de côté. Mis de côté ou arrêté définitivement? Non, c'est mis de côté, on y viendra, mais ça fait partie des enseignements aussi où au final, le but c'est qu'on devienne des experts sur à la fois Amazon, sur Facebook, sur Google. On peut pas travailler les 3 plateformes en même temps. C'est chaud et cher. Exactement. Et en fait, sur toute la première partie de l'année, on avait fait très peu d'investissements médias sur Facebook et on s'y est mis après le confinement et on est tombé sur des coûts d'acquisition qui étaient hyper intéressants à moins de 5 euros. Sur Facebook, quand on était à 10 avant. Complètement délaissé par les gros investisseurs et du coup, enfin les gros investisseurs médias. Ouais, il y a eu plusieurs. Et du coup, des prix qui tombent. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu le boycott de Facebook par les grands médias. C'est vrai. Et alors ça a été le mois le plus rentable pour nous. Les prix des pubs étaient juste incroyablement bas. Il y a le fait que beaucoup de commerces, on s'est dit, ok, on est déconfiné, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut investir, pas investir? Nous, on a eu le parti pris dès le début, que ce soit l'achat média ou l'achat de produits. Hein. On investit à fond. On investit. Ce que je te disais en off tout à l'heure, nous... pendant ce confinement, ce deuxième confinement, on a passé la plus grosse commande de notre histoire à nos usines parce qu'on veut essayer de faire x2 ou x3 l'an prochain, quoi. Donc de passer à un 2.6, 3.6, 3.8, c'est ça? Ouais. Donc, mais après, 2.4, 3.6, pardon. On verra le contexte, on verra comment ça se passe, on verra... Mais vous venez de passer commande, tu me le dis en préparation, de 130 000 produits, c'est ça? Ouais, c'est grosso modo, c'est ça les volumes, ouais. Tu trembles un peu? Non. Tu serres les fesses? Non, franchement, je suis assez serein là-dessus. Et encore une fois, parce que nos produits maintenant sont éprouvés, c'est pas des versions c'est les versions finales de nos produits. Okay. On est très bien noté, ça marche bien, on a beaucoup de demandes à l'étranger. Donc ouais, non, c'est là-dessus, pas de souci. Accélération de Facebook, hein, tu nous l'as dit. Ouais. L'enseignement, c'est de rester toujours agile sur là où on place ses sous pour accélérer, en fonction de son coût de revient et du tracking d'attribution. Parce que Facebook, sur octobre, très mauvais. Très mauvais. Pourquoi? Les prix ont augmenté encore. Ouais, tout le monde revient, c'est ça ou Les gens sont revenus. Noël, on sait que ça augmente toujours un peu, mais il y a plus d'achats, donc il y a plus de conversions, ça peut compenser. Là, octobre, on a fait un très très mauvais mois. Très très mauvais mois. En termes de coût d'achat, enfin en termes de CAC sur les... Ok. Ouais, c'était pas rentable, donc hop, on diminue les budgets. Et là, toujours pareil, en fait, il faut être hyper agile. Et idem sur Amazon, où là, on fait varier énormément les budgets. Mais on a plutôt tendance à faire un peu baisser la pub Amazon parce que c'était moins rentable. La pub Amazon était moins rentable, donc de faire venir de faire remonter ta fiche produit sur Amazon était moins rentable que de faire venir des gens sur ton site. Ouais, exactement. Ok. Mais ça, encore une fois, c'est tu vois, c'est très différent du discours que j'avais en mars. Où tu me disais justement que c'était kiff-kiff. Non, tu me disais surtout c'était kiff-kiff entre Amazon et le retail. Entre Amazon et le retail, ouais. Mais après, c'est pareil, on a pu faire quelques événements professionnels en mai et en juin. Et en fait, on s'est aussi rendu compte de l'impact que les pubs avaient sur le retail. Mai, juin, juillet, on ouvrait 4 ou 5 magasins par semaine via les pubs. Ah, j'ai vu votre pub, j'ai un magasin en Ardèche, est-ce que je peux commercialiser vos produits? Mais avec une pub à destination du grand public. À destination du grand public. Excellent, intéressant. Et c'est vachement dur à mesurer précisément. Ouais. Et en fait, c'est pour ça qu'on a changé de stratégie sur la partie acquisition, où on n'est plus dans l'optimisation en se disant ok, on va optimiser le funnel avec des messages différents. Non, on est quasiment exclusivement sur de la vidéo, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est... Il y a une grosse partie branding et image de marque et faire comprendre le produit, et un petit peu moins une problématique héroïste. Donc le ROS, on va un peu moins le regarder parce qu'on sait que ça va faire du trafic en magasin, que ça va ouvrir des magasins. Et ça, c'est pour moi le plus gros changement, plus que l'attribution des budgets selon les plateformes. Ouais, c'est que tu réalises que tu fais aussi de la notoriété et de la distribution. Enfin, c'est un effort marketing global. Exactement. Et pas seulement d'amener vers un panier d'achat, quoi. Ouais, tout à fait. Les évolutions produits, à quoi on peut s'attendre dans l'année qui vient? Alors les évolutions produits, donc là on est en train de finaliser, les prods sont lancés, mais on finalise
On finalise toute la nouvelle gamme, c'est-à-dire que maintenant, on aura une seule et unique pochette pour 100% des produits Shapeart, y compris le running, Ok. ce qui n'était pas le cas. Il y avait deux systèmes différents. Donc, on aura le même système pour tous les produits. On a fait, nous, des Avec petits... un seul aimant rond plutôt que Exactement. de barre. Ok, ouais. Exactement. Après, nous, on a fait des petites améliorations en termes de résistance au grand froid, par exemple. On va commencer à vendre dans des pays où il fait beaucoup plus froid. Les aimants sont sensibles au froid? Non. C'est les pochettes? C'est les pochettes, ouais. Ok. Le plastique transparent? Ouais, la vitre tactile, tu fais du plus 30, moins 20. C'est très bien pour nos amis norvégiens et suédois. Par exemple. Ok. Et on développe la partie deux roues, notamment la partie moto et scooter, pour s'adresser à 100% des deux roues motorisées. Parce qu'il y a plein de types de motos, les sportifs. C'est un caoutchouc, ça va surtout. Ouais, mais... Pardon, ce qui tient l'aimant est un caoutchouc qu'on met autour d'une barre qui peut être aussi fine qu'un rétroviseur ou aussi large qu'un... Ouais, mais t'as des motos qui ont des demi-guidons, donc qui n'ont pas de barre. Ok, d'accord. Ouais. Enfin, il y a des petites spécificités un peu techniques. Toujours en interne ou avec un bureau d'études? On fait tout en interne. On fait tout nous-mêmes. Ouais. Donc Antoine, qui est ingé central à Paris. Ouais. On a deux personnes avec nous en free qui sont là depuis le début avec Shapeart. Et voilà, donc on fait les impressions 3D comme d'hab à la maison. Et puis une fois qu'on arrive à un truc un peu solide, on va bosser avec nos usines. Impression 3D, tu peux pas faire tu peux pas faire de caoutchouc en 3D. Tu peux pas faire quelque chose qui soit souple, je veux dire. Si, tu peux. En fait, tu fais ton moule en impression 3D, t'injectes ton silicone. Oui, d'accord, tu fais le moule, t'injectes le silicone. Ok. Ah non, c'est du vrai. Excellent. Et ça, vous faites au bureau? Ouais, j'ai deux MacGyver. C'est assez sympa à regarder. Hein. Cool. Allez, un enseignement sur l'année, un conseil que tu as donné ou un apprentissage que tu peux nous partager. Ton enjeu et comment tu as répondu ou j'arrête ma question, ça y est. Non, l'enjeu était de grandir très rapidement en retail. C'est toujours le cas à l'étranger. Et l'enseignement, c'est de rien lâcher. C'est de rien lâcher parce que la quantité de clients qu'on a convertis cette année, après 2 ans et demi de relance acharnée, c'est ça l'enseignement, c'est de rien lâcher. C'est l'œuf ou la poule? C'est la distrib qui a fait l'offre ou c'est les commandes qui ont augmenté et vous êtes acharné pour les distribuer? Non. Qu'est-ce qui drive la croissance? Non, c'est le terrain qui drive la croissance. Donc la distribution. C'est la distribution. Tu commandes en fonction de ta distribution. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a cravaché toute l'année à courir après le stock parce que on n'avait pas du tout prévu ça. On avait prévu de faire x2, pas x5 en volume, quoi. Et tes partenaires, là où tu produis, ont pu suivre, ont réussi à suivre. Ouais. Alors. C'est là qu'on remercie qu'il n'y ait pas de deuxième vague en Chine, quoi. Ouais, exactement. Ou moins fort ou caché. Il y a deux partenaires qu'il faut remercier. C'est la partie production, donc il y a plusieurs usines. Et on peut se remercier aussi nous-mêmes parce que c'est mon associé Antoine qui les gère au quotidien et qui est sur WeChat en permanence. Donc c'est un sacré boulot. Et puis l'autre partie, c'est aussi nos deux partenaires commerciaux et logistiques. Donc il y a Sodilog, donc que tu as reçu, qui nous suit aussi sur le financement des productions. Parce que quand il faut lancer des dizaines de milliers de pièces et que t'as pas la trésor, pas la trésor, l'argent sort pas de nulle part. Donc on a un gros soutien de Sodilog qui nous permet de nous concentrer sur le développement produit et commercial et pas sur l'aspect financier. Et puis nos distributeurs européens qui eux aussi s'engagent à prendre des stocks et nous font confiance et c'est un peu ces trois grands acteurs qui nous permettent aussi nous de nous concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire faire des produits, quoi. Merci Mickaël. 36 minutes pour ce premier enregistrement. Je suis très heureux. Vous le passerez en 1.2 en vitesse pour qu'il passe dans les 30 minutes. Merci, c'est un plaisir de te recevoir. On se reparle dans un an. On se reparle régulièrement, mais on se reparlera peut-être sur le panier dans un an pour voir où t'en es si t'as fait ton x3. À bientôt, chers auditeurs. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, Kretz. À bientôt.